tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du le Echo, le TV, le S3, le petit milieu de gamme de la marque L'Echo qui est en train de mourir. Donc ceux qui ont vu la prise en main, vous savez déjà dans quel état est l'entreprise, à peu près, ça s'est empiré depuis. Et pour ceux qui ne savent pas, donc l'entreprise est en train de mourir suite à la politique anticorruption qu'il y a eu en Chine. C'est tellement dans la merde actuellement que les employés actuellement ne sont plus payés. Il y a certaines personnes qui aimeraient réinvestir mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est-à-dire qu'on entend plein de personnes qui disent oui on veut réinvestir et la Chine dit non tu ne réinvestiras pas, c'est pour faire une autre dette, c'est ça, c'est mort. Donc pour l'instant l'Echo est toujours dans la merde. Alors apparemment ils sont décidés à ressortir des TV. Comment, pourquoi, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils sont encore dans le coma, mais on a donné un petit peu d'assistance respiratoire, j'en sais rien. C'est assez compliqué à l'heure actuelle. Très très compliqué pour la marque. Néanmoins, ce téléphone se trouve donc toujours dans la lignée des 100 €, à peu près 110 €, entre 90 et 120 € en gros. Ça a l'air de faire un petit carton, donc ça se trouve, ils essayent de mettre le plus en avant ce smartphone, parce qu'il reste assez présent par rapport aux autres smartphones, assez présent sur le marché, sur les sites de vente. Donc je pense qu'il a son petit succès dû à son faible prix, et je pense que ça va permettre de maintenir un petit peu la marque encore, parce que la marque est tellement mal en fait. Et le président, le directeur de l'entreprise L'Echo est prié de rentrer en Chine parce qu'actuellement il est aux USA avec son entreprise Faraday Future et il se réfugie là-bas parce que l'entreprise il a 2 milliards de dollars de dettes, ce qui est énorme. Alors je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire, mais bon, bien évidemment le mec va dire ah 2 milliards, attendez je reviens, je vais les rembourser. Je suis pas sûr que ça passe bien. Néanmoins donc actuellement la marque est vraiment mal. Donc pour l'instant au niveau du suivi je m'attends à rien. Néanmoins, on va revenir sur le téléphone. Donc le téléphone en soi, donc vendu à 110 €. J'ai mis dans le lien, donc il y a une version avec un capteur 16 mégapixels, le même que le Mi Mix. J'ai pu avoir enfin la référence. Le même que le Mi Mix et en 64 Go. Sinon, en version IMX 230, qu'on retrouve sur le Moto XL, donc IMX 230 et 32 Go, vous avez donc celui que j'ai ici. Ils sont à peu près au même prix, donc selon vos priorités, sachant que le Mi Mix faisait quand même plutôt des bonnes photos, ça restait correct. Ça a l'air d'être équivalent, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que je ne l'ai pas eu en main tout simplement. Néanmoins, 64 Go, c'est assez sympa. Donc c'est un smartphone qui, en soi, a pas mal de qualité, c'est surtout sa fiche technique pour 100 € avec 4 Go de RAM, un Helio X20 dedans, un écran Full HD, une finition métal, un lecteur d'empreintes, enfin c'est très complet, et autour de 100 €, ça vaut vraiment le coup. Donc déjà j'en ai parlé dans le test express, n'hésitez pas à la regarder si vous n'avez pas beaucoup de temps pour regarder, sinon on va aller tout de suite au test pour vous dire un petit peu ce que je pense de ce produit. Et en plus, comme vous pouvez le voir, vous avez 2 lumières blanches ici. J'ai enfin 2 spots. Donc vous allez enfin avoir un test avec une bonne lumière, une belle balance des blancs. Et un écran qui va refléter réellement les couleurs qu'il a et pas quelque chose d'à peu près. Donc ça va être quelque chose de bien mieux. Je suis content de les avoir et vous allez être content aussi. Ça va faire une bien meilleure image. Et en plus de ça, c'est en 60 fps. Profitez-en bien. Au niveau du design, donc là on est sur un smartphone de 5.5 pouces, assez classique dans son design, mais qui a au moins une ou deux particularités qui fait que le design est assez réussi. Donc on va faire le tour du propriétaire. Déjà on a un écran de 5.5 pouces de ce point de vue-là. On a ensuite en bas les touches sensitives qui se voient. On va faire un peu...
On va faire un peu comme dans l'autre test, on les voit ici, on les voit bien là. Et en fait, ce qu'il y a de bien, et on y reviendra après, c'est que sinon, on les voit pas du tout. Et ça, je trouve que c'est assez réussi. On a le capteur de proximité et la caméra, on a le haut-parleur au centre. Sur le côté gauche, on a juste le tiroir dual nano SIM. Donc ensuite, si on regarde en haut, on a le capteur infrarouge pour la télé. Côté droit, nous avons bouton power et bouton touche, les touches volume plus et moins. Ensuite, en dessous, nous avons droit au port USB type C, au haut-parleur et au micro. Au dos, donc nous avons droit donc au logo, les échos, donc le L et le E en fait qui fait que voilà, ça fait le E en fait avec le bas du L. Nous avons droit, hop, ici ensuite au capteur d'empreinte qui fait d'ailleurs miroir un petit peu et derrière aussi, enfin juste au-dessus, le capteur photo 21 mégapixels avec un flash dual tone. Donc même à 100 €, on a droit à un flash dual tone quand même. Donc ça c'est sympa. De ce point de vue-là, on a droit au micro ambiant qui est mis très discrètement ici en fait, juste au-dessus. Donc il y a plein de petites astuces sur ce téléphone qui sont assez bien trouvées. Déjà sur la façade avant, ce qu'il y a de bien, alors la plupart du temps on a déjà vu par exemple avec Huawei qui avait cette tendance un petit peu, je sais pas si ici dans le cadre ici, bon. Mais sur les Mate 9 ou Mate 8 on avait un cadre qui était assez énorme autour de l'écran. Ici on va se retrouver avec le même problème. Par exemple, oui c'est bon. Par exemple ici, on va se retrouver, vous voyez, en fait le cadre est noir autour de l'écran, on a un cadre qui est assez gros, mais quand il est éteint, il fait assez classe. Il y a quelque chose qui se dégage, parce qu'en plus de ça, en fait, ce cadre noir se prolonge jusque sur l'arête, en fait, ici, sur le chanfrein qui est ici, donc ce qui fait qu'on a cette bande noire aussi sur le côté. Donc on a quelque chose, en fait, ça fait un effet assez sympathique. Quand on regarde l'appareil comme ça, en fait, il y a un effet qui se dégage de cet appareil, qui le rend vraiment sympa, vraiment classe, en fait. Et qui le différencie des autres smartphones, assez bizarrement, ça marche vraiment bien. On a ce côté aussi où c'est symétrique, c'est-à-dire que le capteur de proximité a fait à peu près la même taille et au même juste, donc à l'opposé par rapport au parleur du capteur photo, ce qui fait qu'on a quelque chose de symétrique. Et alors, il y a quelque chose que je trouve très très fort, je sais pas exactement comment ils ont fait, mais on ne voit pas du tout comment dire, j'ai envie de dire les traces des touches sensitives dans le sens où j'ai beau chercher en n'importe quel angle, je n'aurai pas le creux en fait pour faire passer la lumière pour les touches sensitives. Et ce qui fait que on les voit que quand ça s'allume. Mais quand c'est éteint, mais vous ne voyez pas la trace, vous voyez pas le rond qui en général sur la plupart des smartphones, il est invisible, mais si on trouve l'angle, on va pouvoir trouver l'endroit où par exemple le rond au milieu, on est censé voir le halo en fait, enfin le rond que justement c'est détouré. Et là c'est pas du tout détouré. Et ce qui fait que je trouve que c'est super efficace parce que ça lui donne un côté un peu uni, un peu sympathique, un peu réussi de ce point de vue-là. Au niveau du dos, par contre, c'est beaucoup plus classique. On est en mélange pour moi entre un Honor 9, Honor 7 et Mate 9. Le Honor 7 pour le design global avec ce côté un peu arrondi et le Mate 9 pour l'ensemble en fait, le design global. Le Honor 7 c'est vraiment pour l'appareil photo ici où c'est à peu près le même design. On a d'ailleurs un appareil photo qui ressort pas mal de ce point de vue-là. Après, au niveau, globalement, ce qui manque, c'est la jack, bien évidemment. Le lecteur d'empreintes, alors, ce qui est assez particulier, c'est que donc, il a cet effet miroir. Comme le design est beaucoup réutilisé, c'est un design vraiment typique, les Echo, c'est-à-dire qu'on va retrouver exactement la même chose pour tous les Echo. Ils ont un design, au moins, qui se ressemble entre tous. C'est facile à repérer, entre guillemets. Et en fait, ce lecteur d'empreintes miroir, il y est sur tous. Et ça permet notamment, c'est pratique pour le NFC. Au-delà de ça, globalement, en fait, pour du paiement, c'est pratique surtout pour ça. Mais au-delà de ça, sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, c'est bien, ça change un peu d'avoir un côté miroir, mais par contre, on voit carrément l'empreinte, on voit mon empreinte dessus. Donc ça, c'est pas super cool. Par contre, le lecteur d'empreinte fonctionne bien. Alors, je sais pas si ça s'est vu, mais il s'est bien déverrouillé. Je vais mettre peut-être... Hop. D'ailleurs, hop, on fera ça après. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Alors, il n'est pas extrêmement rapide, c'est sûr, c'est pas un Huawei. Hein, si je compare au Huawei qui est juste une fusée, voilà. Voyez un petit peu ce que ça peut donner. Néanmoins, il est efficace, il est fiable, il est plutôt rapide, il est dans la bonne moyenne, donc pas de souci de ce point de vue-là. Donc, je remontre.
Et voilà un peu ce que ça donne, donc c'est très correct, c'est dans la bonne moyenne des smartphones en termes de lecteur d'empreintes. On remarquera donc l'absence de jack, donc ce qui fait qu'on devra passer par un adaptateur qui, le premier que j'ai eu, le premier qui était intégré, donc celui-ci a très vite lâché. Alors après, je vous ai mis normalement, si j'oublie pas, un lien, sinon il se trouve sur Gearbest, vous avez un lien pour donc un adaptateur qui coûte 1 euro, j'en ai pris 10, comme ça je suis tranquille, même pour les futurs smartphones plus tard, au moins j'ai une réserve. Voilà, comme ça je suis sûr, j'en ai toujours un sous la main, j'en ai deux dans mon sac, j'en ai un dans mon jean, j'en ai un dans ma veste, j'en ai un partout, parce que voilà, c'est un peu chiant, mais ça on y reviendra sur la partie son. Donc un design sinon, il est assez léger en soi, il n'est pas ultra optimisé en termes de bord qu'on peut voir, mais ça reste très correct. Ça reste des bords. Alors le truc c'est que comme c'est plein en fait, on a l'impression que les bords sont énormes, mais si on compare un smartphone où les bords sont arrondis en fait, c'est à peu près la même chose. Donc ce qui fait que ça reste dans la bonne moyenne aussi de ce point de vue-là. Donc c'est bien optimisé en termes d'espace, on est dans la bonne moyenne de ce qu'on retrouve dans le milieu de gamme en général sur un prix de 200-300 euros. Donc c'est pas mauvais en tout cas de ce point de vue-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le design? Moi je le trouve réussi en tout cas. Il y a une chose, alors ce qui fait qu'en fait il y a aussi un truc qui est assez réussi, parce que au niveau de là donc c'est toute une partie métal, et en fait ici toute cette bande là c'est une antenne en fait. Enfin c'est un plastique qui est posé ici et ici. Donc c'est une partie plastique et qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est du plastique. En tout cas pas visuellement, pas du tout même. On a une légère différence de teinte, mais sinon c'est extrêmement, on dirait pas que c'est du métal de loin. Ça se ressent pas trop. Il y a une chose en fait qui fait que ça se ressent. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer à la caméra en zoom max. En fait, on va peut-être le voir. C'est peut-être un peu limite en termes de résolution vu que je suis en 1080p. Mais ce qui fait qu'en fait, au niveau du zoom, ici, ça va gratter un petit peu parce que le plastique est légèrement en dessous de la tranche. Très légèrement en dessous. Et ce qui fait que ça va gratter. Et là, je sens par exemple que ça gratte. Donc c'est le cas en haut et en bas. Donc c'est le seul réel souci. Néanmoins, ça se ressent très peu. Faut être honnête, ça se ressent très peu. Mais voilà, c'est à noter en tout cas. C'est légèrement mal ajusté. Mais c'est très très léger. Sinon voilà, design réussi, pas de choses particulières à mettre en avant en termes de défauts. La prise en main est globalement bonne, elle est agréable. Pareil, elle est assez léger, il fait 150 grammes. Et l'espace est plutôt bien optimisé, donc pas de gros soucis là-dessus. Après, ce qui est bien, c'est que c'est à la fois un design commun, mais avec ces petits détails tout cons qui fait la différence. Au niveau de la surcouche, c'est là où on va avoir vraiment le plus de choses à dire. Alors, on va aller tout d'abord sur la version du téléphone. Donc, on est sur la version 6.0 d'Android avec un correctif de 2016. Et alors, la version EUI 5.8.018 stable. Enfin, que je le modifie ça. Donc on est sur la 0.18, donc c'est la dernière qui est pour l'instant balancée. Donc 5.8.018, c'est la dernière stable internationale. Donc parce que c'est une ROM internationale. Le souci de cette ROM principalement, c'est la traduction. Et on l'a en fait directement là. Langue et saisie, data, power on of stating, application, batterie, stockage, reset of transfer, accessibilité, impression, option des développeurs. Voilà, on a ça. Mais par contre, après, permission, option, fingerprint, account management, le cloud, dual app, do not disturb, control center, son et notification. En fait, c'est ça partout. C'est-à-dire que on va clairement avoir ce problème où la traduction, elle est aléatoire, mais elle peut être aléatoire sur une même page. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, qui est un truc central qui est très très perturbant. C'est-à-dire que on a à peu près c'est à peu près le même système que le Zuc, et un peu un mélange entre c'est un mélange entre du Android et de l'Apple. Mais vraiment, c'est-à-dire que là on va avoir juste les notifications, donc on peut les clear all, donc là pour le coup c'est pas traduit, notification management, et en fait on a le multitâche qui inclut beaucoup de choses. Donc on a toute la partie multitâche ici, donc comme on peut voir. Ensuite on a toute la partie raccourci qui est ici. Donc on peut en avoir plus ici. On a la gestion de la lumière ici, on a la gestion de la musique juste au-dessus, et on a des raccourcis. Donc raccourcis appareil photo, boussole, paramètres, on a le réveil, on a la Chromecast, QR code, et on en a encore d'autres. C'est-à-dire qu'on peut en activer, on peut en mettre en premier certaines choses. Ici, on peut en régler en fait. Donc on peut mettre, par rapport à ça. Mais c'est très très perturbant d'avoir ça.
Vraiment. Parce que au-delà du fait que ce soit... c'est-à-dire que là où le Zuc faisait un peu comme Control Center, donc on le faisait sortir d'en bas et que c'était assez intuitif, etc., qui différenciait, là c'est intégré au multitâche. Le multitâche intègre ça. Et il intègre tout. Et en fait, il intègre tout quasiment comme un control center d'Apple. Donc, c'est à la fois bien intégré, mais c'est extrêmement perturbant. J'ai beaucoup de mal à prendre le coup de main par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours du mal, surtout quand je suis entre deux téléphones. Bah, j'ai pas encore ce réflexe et je suis là, il faut que je fasse ça. Donc, c'est assez particulier, mais au final, je m'y suis fait. C'est différent, c'est une option différente, mais qui fonctionne tout de même assez bien. Par contre, là où je sais plus pour quelle raison, mais je veux régler la luminosité rapidement parce que je la trouve trop forte ou quoi que ce soit, et que c'était assez transparent sur d'autres surcouches Android, parce qu'on peut le régler au pied levé entre guillemets. Bah là, on va aller sur le multitâche. Donc si on est sur une vidéo YouTube, bah ça va couper la vidéo. Donc ça peut être le truc qui peut être un peu chiant. Donc c'est pas parfait. Je préfère les solutions classiques, mais celle-ci, elle mérite d'être différente et d'être intéressante quand même. Au-delà de ça, donc après nous avons la galerie ici, hop. Donc en galerie, alors ce qui est bien, c'est qu'on a le choix entre trois options. Donc par exemple ici on a tout simplement tout. Ici on a selon la date et ici on a selon l'album. Donc selon tout simplement le dossier. Alors je vais baisser un petit peu la luminosité, voilà. Donc selon le dossier ici. Donc vous avez par exemple ceci. Alors ensuite une galerie qui en soit donc qui est bien optimisée et on a aussi donc on peut répéter aléatoire. On peut mettre un watermark et on peut choisir de cacher tel ou tel dossier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le gestionnaire de fichiers qui est ce qu'il y a de plus classique. Soit on a un côté simple, soit on a le stockage du téléphone. Ensuite, nous avons la caméra, on y reviendra plus tard, mais elle est à la fois Apple tout en ayant sa propre identité, ce qui revient assez souvent d'ailleurs. C'est un très Apple avec un peu d'Android et du Leco qui ont donné un peu leur patte à eux en fait sur pas mal de choses. Donc au niveau des SMS, donc ici on va on a quelque chose de très classique. Alors apparemment pour la réception des MMS ça fonctionne mal, ça c'était Grégory qui l'avait remonté sur un de mes commentaires, qui avait beaucoup de mal par rapport à ça. On a aussi en autre chose, on peut pas télécharger Netflix. Netflix de base n'est pas compatible parce qu'il n'a pas les DRM. Après, vous pouvez le router et inclure les DRM pour que ça fonctionne. Après, vous avez divers tutos par rapport à ça. On a alors la chose très étrange. Alors, je vais pas aller dans l'application Contact, mais la chose très étrange, c'est que donc on est sur le launcher Leco et en fait ce qu'il y a de très particulier c'est que alors normalement sur la version chinoise de la ROM et merci Pierre pour ça la version chinoise de la ROM inclut l'application Live parce que il faut savoir qu'à la base Leco, c'est un service chinois de vidéo, comme Netflix. C'est le même principe, donc Live était présent pour le côté vidéo et pour mettre en avant ce service. En Europe, etc., à l'international, ça n'existe pas. En dehors de Chine, ça n'existe pas. Donc on a l'application Contact qui remplace. Et comme Live était une application qui était bloquée et qui fait le point central de tout le téléphone, c'est quelque chose apparemment qui est indispensable, et là c'est remplacé par Contact. Alors moi j'aurais pas choisi ça. Mais on n'a pas le choix, donc on est obligé de le laisser. Alors après, vous pouvez mettre Google No Launcher, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais avec le launcher de base, ce n'est pas possible. On a le lecteur de musique ici qui est assez simple mais efficace, qui est assez joli aussi, donc que je trouve vraiment correct. Ensuite, nous avons, alors on a le browser, le navigateur de l'Echo, qui lui, je sais plus sur quoi il se base. Je crois que c'est Opera. Je n'ai plus j'ai plus la base sur laquelle il se met à jour, mais en tout cas voilà, il est efficace. De ce point de vue-là, on peut voir que aussi, pareil, il fonctionne bien, il est assez simple et complet, donc avec le côté bookmark, download vidéo, donc bien sûr pas traduit, la mode nuit, search, setting, etc. Bon, le côté classique après d'un navigateur de toute façon. Ensuite, on a l'application Contact, on a le feedback, donc la partie où on va faire des retours. Bon, aujourd'hui, ça ne va pas servir à grand chose. La partie lecteur, donc pour les vidéos. On a la partie notes, le côté classique, avec quelques astuces. Glisser du bord vers gauche vers droit pour accéder rapidement à la liste des menus. Du bord gauche vers bord droit.
donc tout simplement, hein, comme un peu comme Apple. SIM Toolkit, classique, calculator, phone, email, que je l'ai pas mis, puisqu'on s'en fout. On a la boussole, hop. Il faut savoir qu'on a les Google Apps aussi dessus par défaut, donc ça aussi, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il n'y aura pas besoin de mettre une ROM spéciale. D'ailleurs, c'est la ROM bien officielle que j'ai sur le téléphone, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que d'habitude, avec l'examiner, etc., on a des ROM bidouillées. Là, non. Donc là, après, les applications Google, ok. On a ensuite le calendrier, on a MyLeco, donc avec le compte, avec le cloud. Bon, aujourd'hui, je mettrai rien sur le cloud parce que c'est pas forcément une bonne idée. On a ici Phone Manager qui va permettre, comme la plupart des applications, enfin des smartphones chinois, avoir un côté central pour gérer tout ce qui est optimisation de la RAM, optimisation du cache, tout ce qui est qu'on peut jarter tout simplement. On peut gérer tout ce qui est data, donc mettre le nombre de gigas. On peut gérer la partie batterie. On peut gérer donc la partie batterie d'ailleurs. Donc on a un système très long, enfin pour ultra long standby. Donc quand on est en veille, d'avoir un mode ultra long, d'avoir un mode pour dès qu'on est sur le lock screen. Donc ça va permettre de nettoyer la mémoire, la protection des applications qui peut être protégée par rapport à ça, la gestion des notifications qui se fait de façon synchronisée, la protection des applications, une alerte sur une application qui consomme trop, un instance par rapport à la batterie, donc c'est l'économiseur de batterie en gros, quand est-ce qu'on l'éteint et on le rallume, donc et la partie batterie tout simplement pour savoir quelle est la consommation. On y reviendra très rapidement. Il y a une petite option que pour certains ils l'auront peut-être vu et non. On a la gestion harcèlement téléphonique et ça qu'on peut gérer, et App Warehouse, donc c'est recommandé pour désactiver des applications que vous voulez retenir mais vous n'avez pas utilisé pendant un bon moment. Donc toutes les applications que vous utilisez peu, vous pouvez utiliser ça en fait pour les mettre en fait dans un système qui va faire en sorte qu'il va pas se réveiller n'importe quand. On a l'enregistreur pour tout ce qui est enregistrement audio. Qu'est-ce que j'aurais oublié? On a la télécommande tout simplement pour télécommande pour la gestion justement de la TV, qui fonctionne d'ailleurs très très bien pour l'avoir testé de mon côté. Est-ce qu'il y avait autre chose? Après il y a derrière. Donc on a les paramètres. Alors, paramètres, on va voir quoi en chose particulière. Plus VPN wireless, mode avion, non. On a Wi-Fi, donc là on peut voir tous les trucs. On peut scanner QR code, on peut en avoir un aussi. Donc c'est pas de souci de ce point de vue-là. Bluetooth, on est sur du Bluetooth 4.2 d'ailleurs. Affichage, j'ai dit. On a donc une unité adaptative classique, color mode. Alors, on a le mode naturel, le mode vivid, donc saturé, le mode l'écho. Donc c'est très léger, ça a l'air légèrement plus saturé que du naturel. Et soft, donc là un côté protection des yeux. Ensuite, nous avons donc le système Scale View, donc c'est-à-dire si vous voulez que ce soit à assez gros niveau de ce qui est affiché ou normal. On n'a pas petit, c'est dommage. Gestion ici de la vitesse du réseau, la veille, faire clignoter le voyant de notification. Bon, par contre, on n'a pas la lumière. On a le système de protection des yeux que d'ailleurs vous voyez dans le test express. On voit bien la différence, c'est assez efficace. Et l'ultra résolution qui est un petit système de MediaTek. Alors, j'ai pas vu vraiment la différence pour simuler de la 1080p avec un fichier 480p par exemple sur YouTube. Est-ce que c'est efficace? Bon, c'est surtout un gestion logiciel de la netteté, etc. Un petit peu comme ce qu'on peut faire sur les logiciels de photo. On a tout ce qui est thème, etc. Donc, par exemple, si je mets Elegant Lady, donc là, il l'a mis. On a Online Theme. D'ailleurs, est-ce qu'on a accès? Oui, on y a encore accès, mais on n'a pas beaucoup de choses. Parce que, en Europe, pareil, c'est pas très présent. Ensuite, nous avons Personalize, on vient de le voir. On a Son dans la vibration, donc tout ce qui est classique pour la gestion des sons, et on a le Dolby Atmos qu'on peut gérer ici. Il faut savoir qu'on a le DTS HD aussi qui est inclus de base, qui semble intégré et pas mis en avant en tout cas, et ça gère tout ce qui est écouteurs CDLA. Alors les écouteurs CDLA en gros c'est un système où en gros la puce son va être dans l'appareil, mais il y a très très peu de smartphones, enfin il y a très peu d'écouteurs qui ont ce système CDLA, très très peu. Donc c'est pas très très utile en réalité.
Ensuite, le Control Center, donc là, ça va être la gestion, voilà ce que je vous avais montré ici, donc la partie ici, en fait, qu'on peut gérer au niveau des priorités. On peut pas le désactiver, mais on peut faire en sorte que ce soit accessible ou non sur le lock screen. On a Dual App, donc on va pouvoir, comment dire, créer une nouvelle app, donc WeChat, ça va pas être utile, WeChat Avatar, on s'en fout, donc c'est pas du tout prévu pour nous. Le cloud, pareil, ça est en train de mourir. Account management, donc c'est tout ce qui est présent sur votre appareil. Vous avez la gestion par rapport justement. Donc on peut gérer la gestion, oui, du lecteur d'empreintes pour tout ce qui est côté privé, application où faut utiliser le capteur d'empreintes pour pouvoir aller dessus, faire apparaître le mot de passe, le nombre de doigts, faire apparaître le schéma, verrouillage auto en marche arrêt, smart lock. Et c'est l'appareil déverrouillé. Et on a d'autres options de sécurité qui sont tous les certificats, etc., qui sont pas vraiment très intéressants. Ensuite, position, permission, Google, ça ok. On a langue, dateur pour on-off settings, donc ça, on peut le voir rapidement quand est-ce qu'on le met. Batterie. Batterie, alors ce qu'il y a de bien déjà, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut désactiver la Quick Charge. Donc la Quick Charge, il faut savoir qu'ils ont Quick Charge particulière, on y reviendra sur la partie autonomie, mais ce qui est bien, c'est que voilà, si vous voulez éviter d'utiliser la Quick Charge, vous pouvez tout à fait en le désactivant ici, donc ça va permettre vraiment d'avoir, alors j'en ai marre un petit peu qu'il me fasse n'importe quoi, hop. Donc ce qui fait que voilà, pour ceux qui veulent pas de la charge rapide, vous pouvez la désactiver, donc ça je trouve ça assez cool. Ensuite, on l'avait vu le reste. Donc stockage. Alors stockage c'est très particulier. On a la capacité, tout ce qui est le global, donc après on a que 29 Go de libre, utiliser 27,62, donc là il ne reste que 1,50, et là on va voir toutes les applications directement qui consomment. Alors c'est à la fois bien et à la fois il manque ce système où on a ce qui est utilisé le plus, c'est-à-dire les images, les vidéos, les fichiers outre, les applications, la musique. Là, on l'a pas du tout, on a juste les applications et elles sont même pas classées par ordre de taille de fichier, on peut pas les classer par rapport à ça. Donc c'est presque une bonne idée, mais c'est pas aller jusqu'au bout à mon sens. Reset au transfert, donc on peut le remettre à 0 ou transférer ses données. Donc voilà, en envoyer ou recevoir. Accessibility, donc là on va avoir quelque chose. On peut choisir d'avoir en fait avec un système d'appui long. En fait, si je fais multitask, système défaut, non, c'était home button. Si je reste appuyé, en fait, on va pouvoir gérer en fait une capture d'écran de différentes manières. Et on peut choisir, par exemple, si je mets longtemps remote control. Et là, remote control, par exemple, si je fais longtemps le multitâche, ça va lancer la télécommande. Donc je trouve ça assez sympathique d'avoir cette petite chose là, mais il faut après le trouver. On peut choisir d'inverser les touches. Alors si vous préférez que le multitâche soit à droite, vous avez la possibilité. Par contre, ce qui est dommage, c'est que si on l'inverse, vous avez toujours ici le bouton retour, ici le bouton multitâche. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir visuellement cette différence. Mais néanmoins, c'est présent pour ceux qui veulent revenir à quelque chose de plus classique. Vous pouvez la désactiver les boutons. Et après, vous avez une petite entrée. On peut avoir ce côté screenshot avec les 3 doigts. Et voilà un petit peu. Pour ça, on l'a après App Setting. Donc là, on peut voir selon les applications, on peut régler toutes les options, un peu comme Apple. Voilà un petit peu. Donc on a fait le tour de la surcouche. Alors, c'est une surcouche qui est très mal traduite. Il y a des défauts certains. Néanmoins, elle est super fiable. J'ai pas de soucis à l'utilisation. Elle est très agréable à utiliser au quotidien. Il n'y a pas de problème de performance ou quoi que ce soit. Tiens, on l'a live justement alors que c'est contact. Mais on l'a ici live. Son plus gros problème, c'est surtout déjà que c'est une surcouche qui est un petit peu déroutante sur divers points. Et surtout l'autre, c'est qu'elle est mal traduite. Et ça se ressent beaucoup. Donc si vous êtes du genre à ne pas aimer l'anglais, déjà vous passez votre chemin. Clairement, sinon si vous en foutez, clairement elle fait le taf, elle fait clairement le taf. Après vous pouvez mettre, si vous voulez, et moi c'est ce que j'attends quand je le réutiliserai, de pouvoir mettre Google Launcher et hop, vous êtes déjà tranquille pour le launcher, tout simplement. Donc déjà ça va être beaucoup mieux à utiliser. En plus c'est bien intégré, il l'accepte pas comme Meizu, donc pas de souci de ce point de vue là.
Donc pas de grand chose à dire. C'est une surcouche que je suis assez content d'avoir découvert quand même parce que bah c'est une marque que je voulais tester et bah je suis assez surpris en tout cas de la surcouche et je m'attendais à vraiment moins bien. Alors au niveau de l'écran, on est sur un écran de 5.5 pouces IPS Full HD, donc un écran qui est de bonne qualité je trouve. Alors déjà en termes de luminosité, il se débrouille plutôt bien. Au minimum ça va être très bas pour très bien pour le soir et au maximum c'est très lumineux comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment agréable déjà de ce point de vue-là. On a vu aussi qu'on pouvait changer le mode ici de couleur. Donc plusieurs modes de couleur, dont le mode pour la protection des yeux, qu'on peut activer ici et régler tout simplement son intensité. Au niveau des angles de vision, c'est très correct aussi, on perdra un petit peu en luminosité, mais ils sont vraiment très bons. Après, la seule chose qui va vraiment, je trouve par rapport aux autres écrans, qui est pire que les autres écrans, c'est vraiment le côté reflet, qui est très très présent par contre par rapport à la vitre. On a des reflets qui sont vraiment très présents, et ça se voit beaucoup. Donc c'est vraiment le plus grand souci. Par contre, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a un écran qui, au niveau des couleurs, alors là je l'ai mis en quel mode? Parce que là j'ai l'impression que le rouge ressort assez... Vivid tout simplement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un écran qui est assez bien calibré. Le YouTube ici par exemple est de bonnes. Enfin, les couleurs sont plutôt bonnes. Elles sont pas trop vives. Elles sont bien calibrées, je trouve. On a quelque chose de proche du naturel. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 3 de Delta E qu'on retrouve habituellement. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Surtout que les Chinois ont tendance toujours à en faire des caisses sur certaines couleurs. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a le choix avec les diverses couleurs. Et au-delà de ça, c'est un écran qui n'est pas agressif non plus. Donc pas grand-chose à dire sur cet écran, il fait vraiment bien le taf. Et il est assez surprenant sur une gamme de prix telle qu'on le voit là. La qualité de l'écran est vraiment très bonne pour le prix auquel est vendu le smartphone. Donc vraiment agréable dans la vie de tous les jours de l'utiliser. Au niveau du son, alors là, donc déjà au niveau du haut-parleur, on est sur quelque chose déjà, un haut-parleur qui est de bonne qualité. Donc ce qui fait qu'on va le montrer tout de suite. Donc on peut le voir, le son est vraiment pas mal. On a des basses qui sont un petit peu présentes et qui vraiment très très bien pour le prix. Et globalement ça reste assez équilibré. Bon, forcément les aigus c'est ce qui ressort en général le plus, les hauts, médium et aigus. Mais le son est vraiment pas mal déjà de ce point de vue là. De l'autre point de vue, alors par contre il manque la jack, bien évidemment. Donc ce qui fait que vous avez un adaptateur prévu. Alors celui-là il m'a fait 2 jours et il a lâché. Et après j'en ai acheté plein d'autres qui eux fonctionnent bien pour l'instant. Il n'y en a pas un seul qui m'a lâché. Donc je suis pour l'instant assez content. Donc ce qui fait que moi j'aime pas du tout cet adaptateur. Je suis avec le Mate 10 Pro aussi, c'est pareil, c'est le même problème. C'est-à-dire que par exemple je me baisse parce que je dois ramasser un objet chez moi. Oui, je ramasse. Non, c'est pas un savon que je ramasse pour ceux qui pourraient dire ça dans leur tête. Mais il suffit que je me baisse, je sais pas, pour ramasser un objet et ça va un petit peu écraser ou ça va faire bouger le câble, eh bien ça va couper la musique. Là où une jack en général pas de souci, bah là non. Non, c'est comme si c'était pas prévu pour. Donc ce qui fait que les adaptateurs, pour moi, ça m'emmerde. Les KZ aussi avec qui a le côté coudé, bah pareil, c'est ultra relou. C'est pas agréable. Donc moi ça me saoule tout simplement et c'est pour moi l'un des défauts de cet appareil là, c'est l'absence de jack, surtout que l'autonomie n'est pas folle non plus, donc on l'aura rechargé comme n'importe quel smartphone et moi qui l'utilise beaucoup, j'ai tendance à écouter de la musique tout en rechargeant, ça m'arrive régulièrement, ce qui n'est pas possible là. Néanmoins, le son en lui-même. Alors, le son en lui-même, pour moi, il m'a bien étonné. Alors déjà, le Helio X20 a plutôt une bonne puce en termes de son, mais là, ce qui est l'avantage entre guillemets sur l'entrée de gamme, c'est qu'en général les jacks sont pas de très très bonne qualité. Soit le circuit qui va jusqu'à la jack, soit la jack en elle-même, qui fait que on a une baisse de qualité. Là, on passe directement par la partie USB-C qui est beaucoup plus propre, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'assez agréable, surtout qu'en plus donc il est DTS HD, donc alors je sais pas si c'est un impact, mais en tout cas c'est ce qui est mis sur la boîte du Leco au dos, et on a du Dolby Atmos. Alors moi avec mes cassettes j'en ai pas besoin, ça fait quelque chose de supplémentaire qui n'est pas utile, mais pour ceux qui ont des écouteurs qui sont pas forcément de très bonne qualité, là on aura en fait la partie musique va permettre de rehausser certains points, ce qui peut être agréable pour certains. Donc il a au moins le mérite d'être présent, et en plus de ça, il est utile.
On peut voir la différence ici. Là, par exemple, les basses sont bien meilleures. Voilà, déjà pour cela. Donc, ce qui fait que sur la partie son, j'ai pas grand-chose à dire. Le son est vraiment bon. Il est vraiment agréable à écouter. On n'a pas un son d'entrée de gamme. Clairement, on est très très loin de ce que proposent la plupart des appareils entrée de gamme. Là, ce qui est bien, c'est que déjà on a de l'USB-C et que l'écho a optimisé par rapport à ça. Et ce qui fait qu'on a vraiment une bonne sortie son, très agréable et avec des bons gros écouteurs, enfin gros écouteurs, n'importe quel casque ou écouteur, on va avoir une bonne sortie, on va pas avoir de problème par rapport à ça. Donc c'est à la fois un mauvais point par rapport à la jack, mais au moins bon parce qu'il a une bonne sortie bien meilleure que ce qu'on aura dans des smartphones qui se coûtent normalement 110 €. Au niveau de la photo, alors j'ai pas trop montré l'application photo, mais on peut le voir ici. Donc ce qui fait que c'est un mélange entre du Leico et de l'Apple. C'est sur de la base d'Apple avec ce choix qu'on connaît chez Android qu'a fait Leico. Donc on a ce mode classique, panoramique, photo, vidéo, slow motion. On est sur un IMX 230 de 21 mégapixels qu'on retrouvait sur le Moto X-Style. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui seraient intéressés par la version 64 Go, c'est un OmniVision 18850 si je dis pas de bêtises, qu'on retrouve sur le Xiaomi Mi Mix. Alors après, il faut voir au niveau des lentilles, c'est aussi bien foutu, mais je sais pas quelle est la qualité des photos globales. Apparemment, c'est pas si mal. Bon, pour le Mi Mix, c'était très très cher pour ce que c'était, mais sur un appareil à 100 balles, ça devrait aller au niveau de la qualité. Surtout que j'étais assez étonné, j'ai pu comparer rapidement, on va revenir rapidement après sur l'application, mais j'ai comparé au Moto X-Style et les performances sont à peu près aussi bien, voire mieux, surtout de lui, parce qu'ils ont un petit mode sympa sur le Leico. Alors, ce qu'on a en fait, on a donc la partie paramètres va permettre de rehausser cette petite barre là, donc qui va la montrer, mais aussi les options. Donc les options ici, on va avoir droit donc le timer, le son, la localisation, l'exposition. On a droit donc, si on veut choisir entre 21 ou 16 mégapixels. On a droit ensuite à la balance des blancs, qu'on peut choisir manuellement ou automatiquement, l'ISO automatiquement ou manuellement. En fait, c'est à la fois un mode auto, enfin un mode pro et à la fois des petits réglages. Donc la gestion du contraste, la gestion de la netteté, la saturation et le watermark si vous voulez mettre le petit prix avec le l'ES3. Ensuite, on a la gestion du flash, donc activé, automatique ou éteint. On a ici donc la photo, on a vidéo, donc vidéo en 4K s'il vous plaît. Donc ça c'est quand même assez agréable sur un smartphone à ce prix-là d'avoir de la vidéo 4K, là où d'habitude on est que avec du 1080. La vidéo, donc en plus de ça qui est de bonne qualité, et on a du slow motion ici qui va être en 720p. Donc un 720p de bonne qualité en plus de ça. Donc hop, si je fais ça, voilà. Hop, c'est très très drôle. On va avoir droit donc le fichier en lui-même. On peut voir que c'est assez fluide. Donc voilà, un petit slow motion de qualité. On est sur du 120 fps. Hop, ici 120 fps et 720p. Voilà. Donc tout simplement. Ce qui fait que c'est assez sympathique quand même. Je suis ressorti. Au-delà de ça, donc si on vient sur la partie photo, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a tous les modes en fait en faisant un petit switch vers le haut. On a le mode HDR, le mode nuit. Le mode nuit que je trouve assez sympa parce que soit il va être géré de façon automatique, soit en un quart de seconde, soit en une demi-seconde. Ensuite, nous avons le Square 1.1, donc pour Instagram par exemple, où ça va réduire en taille 1.1, ce qui est assez sympa parce que c'est assez rare d'avoir ce mode-là et ça peut être pratique pour certains. Et on a le mode, non, c'est pas ça le mode panoramique, on a le mode Beauty, donc pour ceux qui veulent améliorer leur visage, et le mode Scène pour ceux qui veulent choisir entre paysage, plage, portrait, sport et neige. Ensuite, on a aussi tout ce qui est filtre, donc classique, chrome, etc. Donc pour ceux qui voudraient mettre un filtre. Au niveau de la qualité des photos, je vous renvoie vers le lien qu'il y a dans la description pour regarder toutes les photos. Comme vous pouvez voir, j'en ai fait pas mal d'ailleurs, et j'ai été plutôt surpris. Alors par exemple ici, donc on peut voir dans une rue de nuit. Hop, ici, on a quelque chose... Alors, je vais baisser juste pour qu'on ait quelque chose qui soit plus... Voilà. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Alors, on n'a pas trop de détails de nuit forcément, mais ça reste assez correct, surtout pour le prix. Le IMX 230, lui, il n'a pas été du tout prévu de nuit. Alors, par exemple, ici, le mieux, c'est d'avoir ça pour avoir quelque chose de net ici, parce que sinon, ça aura tendance ici à être... là, par exemple, en mode nuit, alors là, c'était en un quart de seconde, enfin une demi-seconde, mais en mode normal, en gros, ça donne ça.
Donc ça reste très correct, hein, faut être honnête, ça reste très très correct. Je sais pas si je peux rehausser, ce sera peut-être même mieux. Voilà. Donc voilà, comme ça ce sera mieux. On peut voir, alors là, non, là j'avais pas réussi, il y avait tellement de vent. En plein jour, après, on a celle-ci, non, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'il y avait d'assez sympa après? Il y avait celle-ci, de lui aussi. Alors, ce qui fait que, par exemple, par défaut, qu'est-ce qu'il nous faisait? Donc déjà, par défaut, il nous faisait ça en HDR. Donc, je pense que ça, j'ai du mal à voir ce que ça donne à la caméra. Mais déjà, ça rendait assez bien. Et après, quand on mettait en mode lui en une demi-seconde ou un quart de seconde ou auto, on avait quelque chose de vraiment rehaussé. On le voit vraiment la différence qui est assez sympa. Ça va permettre d'avoir quelque chose de vraiment mieux. On avait, alors juste les bâtiments, je les ai normalement juste après. Donc par exemple ici, on va supprimer par exemple celle-ci. Parce que celle-ci elle est un poil ratée. Et par exemple en fait, voilà la différence mode HDR, mode nuit. Et c'est assez sympa, les détails sont assez présents quand même. On peut le voir, pour quelque chose qui est en focale 2 et des pixels qui sont à 1 micromètre, c'est quand même pas dégueu, surtout à 100 €. On a un appareil photo qui est très potable. On a aussi ça par exemple, alors là je l'ai pris en HDR et en normal, mais en normal je trouve que c'est un petit peu plus sympa, et en termes de détails on peut voir que c'est quand même assez présent. On a pas mal de... ça reste très détaillé, assez précis, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Le petit sapin de Noël, qui est donc de jour ça donne ça, et de nuit bah ça restait assez bien éclairé. Je faisais bien mieux qu'un iPhone 6S, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite, je fais bien mieux qu'un iPhone 6S. Donc c'est assez impressionnant. Là ici on a donc là j'ai toujours eu du mal, je crois que j'étais un petit peu trop près à chaque fois. Pour ça on peut voir que derrière en fait c'est à peu près net. Ici c'est un peu plus flou parce que je suis pas bien placé, mais par exemple voilà, ici on a clairement une photo qui est réussie, on a des belles couleurs et ça donne envie de manger. Là j'ai faim. Qu'est-ce que j'ai d'autre un peu à vous montrer? Là c'était une petite soirée. Hop, c'était lesquelles que j'avais aussi. Celle-ci on peut voir pareil que au niveau du détail, on est sur quelque chose qui est pas mal du tout. C'était pas forcément très très bien éclairé en plus de ça. Ensuite, le bâtiment ici, alors ce qu'il y a comme particularité ici, c'est surtout... Alors déjà, on peut voir au niveau des fenêtres, c'est assez bien précis. On sent une petite gestion lucienne, mais ça reste assez bon. Et on a une bonne précision au niveau de cette partie-là, où même pas cette partie-là où c'est un peu plus brouillon, c'est assez précis, c'est assez bien détaillé, donc c'est vraiment pas mal. Donc je suis vraiment surpris et étonné de l'appareil photo de cet appareil-là, parce que c'est à 100 €, on s'attend pas forcément à quelque chose de très très bien, et là clairement, là par exemple, on a quelque chose de vraiment bien. On a vraiment quelque chose de bien détaillé, de joli, on a des bonnes couleurs, on a plutôt un bon piqué. Dès que ça va être un peu plus le soir, ça va être plus compliqué, mais pour le prix, clairement, on peut pas en dire grand chose de mal, parce que tout simplement c'est une bonne surprise. Faire des photos avec à 100 €, c'est agréable, c'est vraiment agréable. Donc voilà, moi je suis très surpris de cet appareil photo qui est vraiment sympathique. Je vais reprendre des photos des petits selfies histoire de vous remontrer. Mais voilà, clairement déjà, je suis très content. De nuit comme de jour, il se débrouille bien. D'ailleurs, même pour faire des photos par exemple, Meizu, ça rend plutôt bien. Là, on peut voir ici. Après, vous avez l'album pour voir pour le reste. Ici, donc... Par exemple, selfie, pour montrer le casque avec lequel j'appelle. Bon, là, c'est un peu flou pour le coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Normalement, j'en ai fait d'autres. Parce que les selfies, c'est pas trop mon truc. Je pense que vous l'aurez deviné avec le temps. Ici, voilà. Donc, vous voyez, vous sentez que j'étais très réveillé ici. Mais voilà, niveau détail, on est sur quelque chose qui est pas mal du tout. On voit bien ma petite barbe qui repousse. On a pas mal de détails, on peut voir les défauts de ma peau. Au niveau des cheveux, ça reste assez précis aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Moi je suis assez surpris parce que je m'attendais à quand même bien pire. Pareil, hein, on aurait pu s'attendre à bien pire, mais bon on est déjà surpris par le reste. Ici aussi, la caméra frontale est de bonne qualité. Au niveau de l'autonomie, donc là on est sur une batterie de 3000 mAh. On a de la charge rapide qui est jusqu'en 24 watts. Donc c'est de la grosse charge rapide qui est inclue dans la boîte. Donc là
tout est beau, tout est joli, et on peut, en plus de ça, donc je l'ai montré tout à l'heure, on peut désactiver la charge rapide dans la partie batterie. Donc ça, c'est une excellente chose aussi pour ceux qui sont pas un peu frileux de ce point de vue-là. L'autonomie en soi est pas extraordinaire. On fait à peu près entre 4 et 5 heures écran allumé en 4G, que ce soit 4G ou Wi-Fi, c'est à peu près ça qu'on peut s'attendre avec du jeu, des petites choses comme ça. Donc ça reste très correct, on est dans la bonne moyenne, enfin dans la moyenne de ce qui se fait. C'est pas exceptionnel, c'est pas décevant, c'est ce qu'on pouvait s'attendre. Donc voilà, 4 à 5 heures, sachant que les performances sont très bien maîtrisées on le verra juste après, de ce point de vue-là. Et la charge rapide, extrêmement rapide, puisqu'en à peu près un petit peu plus d'une heure, c'est chargé. Donc c'est très impressionnant de ce point de vue-là. D'ailleurs, j'ai remarqué que pour la charge, l'Echo a mis aussi une petite sécurité. C'est-à-dire, quand il est éteint, il va charger à fond. Et quand vous allez le réveiller, il va se remettre en charge lente, donc à 0,5 ampères, pour préserver la batterie, pour préserver de la chauffe. D'ailleurs, il chauffe très très peu lors de la charge rapide. Enfin, là-dessus, c'est assez surprenant. Donc, une bonne autonomie. En autonomie YouTube, je suis à 4h20, donc c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Sur la vidéo, il consomme pas mal. C'est le côté 20 nanomètres, je pense, du processeur qui fait que l'autonomie n'est pas extraordinaire. Mais ça reste très correct, ça reste dans la bonne moyenne. Donc, pas de souci de ce point de vue-là. Sur la partie donc Geekbench, on est sur donc un Helio X20 comme je l'ai dit plus tôt, on est sur la version à 2,3 GHz, ça aurait pu être moins comme ce que fait par exemple Xiaomi avec une version à 2,1, mais c'est bien du 2,3, donc avec, alors, ce qu'il faut savoir, donc c'est gravé en 20 nanomètres comme le Snapdragon 810, donc c'est pas forcément le meilleur par rapport à ça. Il est en 10 cœurs, donc 2 cœurs Cortex A72, 4 cœurs Cortex A53 à 1,8 GHz, donc 2 à 72 à 2,3, la 1,85 pour les A53 et 4 autres A53 à 1,4 GHz. Donc selon s'adapter selon le type de tâche. Au niveau des benchmarks, on est sur quelque chose qui est vraiment bien puisque on est sur un score, donc là j'ai fait un test alors de 8h21, alors le meilleur score que j'ai eu c'est 4729 points avec 21, avec une heure plus tard, 4296 points. Il est extrêmement bien maîtrisé puisqu'il n'a quasiment aucune perte de performance alors que j'ai réenchaîné à chaque fois le test. Donc ça veut dire qu'il est bien maîtrisé de ce point de vue-là en termes de en termes de gestion de la chauffe, en termes de gestion d'énergie. Donc ça prouve encore une fois qu'il a bien été optimisé et que voilà au niveau de la chauffe, c'est vrai qu'il chauffait pas énormément déjà en soi et qu'en plus de ça, les scores sont assez stables. Le score le plus bas c'est 4180 points, ce qui reste assez bon. On est au plus de 4000, c'est un excellent score. Donc de ce point de vue-là, pas de soucis. J'ai pas remarqué de choses particulières. Ce sera plus dans la partie graphique que ce sera un petit peu plus intéressant de débattre. Mais en tout cas, voilà. L'Echo a prouvé que on pouvait maîtriser un processeur MediaTek. Eux aussi, ils le font. Et c'est réussi, c'est vraiment réussi de ce point de vue-là. Donc c'est quand même assez agréable. Au niveau des performances graphiques, donc on est sur un MITI 880 MP4 avec donc un écran Full HD, donc ce qui fait qu'en termes d'autonomie, on a une bonne autonomie puisqu'on est à donc 233 minutes. Et par contre, en termes de performance, c'est là où par contre par rapport au Apollo Lite, ils ont décidé de faire comme Meizu, c'est-à-dire et comme Meizu et d'ailleurs comme Honor, c'est-à-dire de brider le processeur graphique parce qu'il peut aller donc à 636 frames sur GFX Bench dans le test long, mais il descend très vite. Il descend assez vite là où Honor et Meizu avaient tendance à direct le casser. On était avant 5, on était déjà à 400. Ici, ça va être selon la consommation en fait. Donc plus ça va consommer, plus ils vont le brider, et donc ils le brident à environ 385. Donc voilà, c'est surtout ça ce qu'ils font. Mais au-delà de ça, voilà, en général c'était à 400, donc ça s'est déjà fait et ça reste très performant. Et comme ça, je l'ai déjà montré dans le test express et que vous voyez donc dans ce test-là, vous allez voir dans le jeu, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. En fait, c'est surtout sur la partie Clash Royale où ça pose problème et que au bout d'un moment, sur la partie 2D, c'est que la partie 2D parce que Nova Legacy n'a montré aucun problème de ce point de vue-là, aucun problème de fluidité, il va se brider. Et je pense que c'est vraiment un système par rapport à la gestion de la consommation pour éviter de consommer un minimum tout en gardant un taux de rafraîchissement correct, mais pas le même que celui de départ.
Donc l'autonomie, ce qui est vraiment bien, par contre, on va comparer. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est de 233 minutes, donc presque 240 minutes, ça fait presque 4 heures. Donc ce qui fait qu'en termes de jeu, on a quelque chose qui peut être vraiment pas mal. Ici, donc 233 minutes, on va être dans les... si on compare au Apollo Light qui lui faisait moins, hop, ici, vous voyez par exemple, l'Apollo Light fait 145 minutes. Il se bridait pas, mais par contre, l'autonomie était naze, quoi. C'est-à-dire qu'en 2h30, elle s'était vidée. Si on prend le Honor 8, qui avait le même processeur, mais gravé en 16 nanomètres, Honor 8, hop. Ici, c'est 202 minutes, donc presque aussi bien, mais celui-là fait mieux avec la même batterie, mais le Honor 8 avait un Kirin 950 gravé en 16 nanomètres, donc ce qui fait qu'il arrive à faire mieux avec une moins bonne gravure. Donc ça, c'est assez sympa quand même. Au-delà de ça, on a aussi... qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi en Helio X20? Ah oui, on a le Meizu Pro 6. Normalement, on va avoir le Pro 6S avec du 3000 aussi. Voilà, Meizu Pro 6S, 214 minutes, donc quasiment la même chose que l'Echo. Donc le Leco a fait mieux par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien géré de ce point de vue-là. En termes d'autonomie, donc c'est assez appréciable. Maintenant, on va pouvoir passer au jeu pour voir réellement ce que ça vaut. Mais en tout cas, on peut voir que l'Echo maîtrise bien le Helio X20. Et ça, c'est plutôt cool, surtout encore au prix auquel il est vendu. On se retrouve donc sur Nova Legacy. Donc, hop, ici, cible. Donc, le dernier jeu de Gameloft qui donc est assez sympa. Et donc, j'ai tiré sur un mur. Attention, les murs sont dangereux. Et on peut voir que c'est assez fluide. Hop, ici, on peut voir, il n'y a pas de souci au niveau de la fiabilité. On peut voir d'ailleurs que le tactile est aussi précis. Donc c'est il n'y a même pas ce défaut-là sur ce jeu. Et on peut voir le jeu, pas de problème. On a aussi le fait d'avoir 4 Go de RAM aussi, d'aide beaucoup. Le fait d'avoir une grosse puce, le T880 MP4 est une bonne puce graphique. Donc balayer l'icône pour la changer. C'est une bonne puce graphique qui est vraiment efficace au quotidien pour tous les jeux. Donc ça, c'est assez cool. Après, je vais le montrer, je le montrerai pas parce que j'aurai pas la possibilité, mais le seul souci que j'ai eu, c'est avec Clash Royale. En effet, Clash Royale aura cette mauvaise habitude au bout de... Parce que j'aurais tendance à faire des grosses sessions sur Clash Royale, moi, à mon taf, et au bout de une demi-heure, 3/4 d'heure de jeu, il aura tendance à ralentir. J'ai pas l'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc, ce qui fait que... Voilà. Ce qui fait que c'est assez perturbant. Et surtout que quand je fais juste après un test... un test Geekbench, etc. ou test de performance, il n'y a pas de problème de performance particulier. Donc, ce qui fait que je ne comprends pas, en fait, je comprends pas cette baisse de... Je pense que c'est surtout lié à la consommation, mais je comprends pas forcément cette baisse sur Clash Royale en termes de fluidité qui se fait, et après on attend 10 minutes, on repart et c'est bon, quoi, mais il y a ça. Donc c'est assez étonnant. On se retrouve sur Battle Bay pour montrer par rapport au jeu. Donc là, j'ai du gros tas. Donc Battle Bay, c'est bien fluide. On va voir surtout en combat si ça gère, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais en tout cas, voilà, ça montre qu'en jeu, surtout qu'en plus, le dos chauffe un petit peu, mais ça reste très largement supportable, ça reste très léger. Donc, ce qui fait que c'est assez agréable. Donc même là-dessus, il est difficile de mettre en défaut l'Echo par rapport au graphisme. Mais c'est surtout Clash Royale. Ça reste le truc que je pige pas trop. Mais néanmoins, ça reste vraiment quelque chose qui est bien. Alors, hop. Faut voir que je me débrouille bien. Le Echo me porte, je l'espère, chance. Oh non. Aïe, j'ai mal. Bon, en fait, ça va pas durer très longtemps. Mais en tout cas, voilà, je suis assez content de ce Echo. On va le voir juste après. Ouh, j'en ai eu un. Hein ouais, il m'a eu aussi. Bon, en tout cas, voilà, on peut voir que sur Battle Bay,
c'est fluide, ça marche très bien, donc pas de souci aussi de ce point de vue-là. Alors, que penser de ce petit le Echo, le TV, le S3? Bah, c'est un téléphone que, alors déjà, beaucoup de gens l'apprécient, beaucoup de gens apprécient le design, que j'apprécie aussi, que je trouve assez bon. Mais ce qui est, en plus de ça, c'est incroyable pour le prix, et très sympa. Mais en plus de ça, moi, je l'ai vu à 60 € avec les soldes du 11-11, donc pour moi, c'est encore plus un super rapport qualité-prix. C'est que, bah, il a pas beaucoup de défauts. Et je les ai pas mentionnés parce qu'il n'y en a pas réellement déjà au-delà de la jack. Il n'y a pas de port micro SD, ce qui est assez dommage aussi en soi, parce ils aiment bien taper sur Apple, mais ils aiment bien aussi ce que fait Apple. Ça se voit beaucoup d'ailleurs dans ce téléphone. On a ces deux choses-là. On n'a pas de 800 aussi. On n'a pas voilà, la 4G 800 n'est pas présente dans l'appareil. Bon, au-delà de ça, il capte super bien la 4G, il capte d'ailleurs très très bien aussi, donc ça c'est une autre chose aussi, c'est qu'il capte très bien, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc ça, ce qui fait que c'est assez cool. Dans cette partie-là, donc... c'est surtout les trois gros défauts qu'on va pouvoir retenir de ce point de vue-là. La surcouche qui est assez particulière et surtout traduite à 50%. Donc c'est-à-dire que quand les mecs se décident de faire de la langue française, c'est juste un peu, on remplit au fur et à mesure. Bon là ils remplissent plus du tout vu qu'il n'y a plus de mise à jour. Mais ce qui fait que voilà, c'est pas complet de ce point de vue-là. Mais sinon globalement, alors la fiche technique elle est excellente, on l'a vu tout au long de ce test. Et surtout dans la description vu que c'est marqué dessus. L'écran est bon, les performances sont en plus de ça, c'est-à-dire que l'optimisation en plus est présente. L'appareil photo, bah, c'est un ancien appareil photo de gamme et aujourd'hui il est encore très bon. Et en plus de ça, l'Echo l'a intégré pour pas cher et en plus c'est efficace. D'ailleurs, c'est un appareil photo qui arrive de plus en plus sur les gammes à 200-250 $ sur la plupart des constructeurs chinois. Donc c'est ça qui est assez marrant aussi à voir. Et ce qui fait que là, on l'a à 100 $. Enfin, 100 € à peu près. Donc là, il y a quelqu'un, apparemment dans les commentaires sur le Test Express, qui l'a eu pour 80 € avec un code promo que je n'ai pas là. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai pas grand chose à dire sur ce téléphone, il est réussi. Il est vraiment réussi. Alors, la marque est en train de crever, je le redis, mais la marque est en train de crever. Donc, la mise à jour, la gestion du SAV, etc., vous pouvez aller vous gratter. Oui, voilà, vous grattez. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est violent, mais c'est ça. Donc c'est surtout ça, en fait, le plus gros revers de la médaille d'avoir un téléphone tellement pas cher que on se demande où est la couille. Bah la couille c'est ça, c'est que la marque est en train de crever. C'est que la partie smartphone est morte, les réseaux sociaux ils sont morts dessus aussi. Donc ne vous attendez pas à avoir un quelconque signe de vie de la marque là-dessus. On a eu des TV qui reviennent, est-ce qu'ils vont se remettre sur les smartphones? On ne sait pas parce que le mail qui a été envoyé aux utilisateurs actuels des Echo, on dit voilà, on va vous sortir une mise à jour, on va prendre un peu notre temps, etc. Bon, le temps, ils l'ont bien pris. Donc, je pense que là, ils ont dit bon, on va stopper les gars, on arrête là. Fait, oh. Et c'est tout. Et c'est fini. C'est la fin, en fait, pour eux, pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont se faire enflouer? Est-ce que quelqu'un va racheter les dettes et va racheter les Echo? C'est possible. La marque n'est pas morte, mais elle est clairement en faillite à l'heure actuelle. Et il n'y a plus d'investissement du tout dans les smartphones. Il n'y a plus de smartphones qui sortent, il n'y a plus rien. Il y a des smartphones qui sont sortis en avril-mai. On n'en a pas entendu parler. On n'a pas du tout de marketing dessus. Ils sont sortis et c'est tout. On ne sait pas si c'est actuellement produit encore et encore ou pas. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas si j'investis sur un nouveau Echo. Il y a le Echo X6500. Il y en a un autre, le Pro 3 Elite, mais qui est moins bien que le Pro 3. Enfin, c'est un bordel aussi chez eux. En termes de nomination, c'est encore plus un bordel chez eux parce que tu as le X626 avec du 64 Go et un 16 mégapixels. Mais tu as aussi celui en 32 et 21 mégapixels. Tu en as un 21 mégapixels 64, ils s'appellent tous pareil, mais ils sont tous différents. Donc je comprends rien par rapport à ça. Néanmoins, donc après vous avez actuellement deux modèles disponibles, vous avez celui-là et celui que je vous ai mis aussi dans le lien, donc c'est la version alors Rose Gold je crois qui est en 64 Go avec donc le capteur 16 mégapixels qu'on a sur le Mi Mix entre autres, donc ça peut être intéressant en soi, ça reste très correct, mais voilà, c'est un mobile qui en soi il est assez résistant, il est performant, il est agréable, il est complet, la surcouche peut rebuter donc à vous de voir. Et voilà, si vous avez peur pour tout ce qui est SAV, etc., ne l'achetez pas et prenez plus cher. Mais bon, moi en tout cas, je suis très content du téléphone. Je pense que j'utilisais quand même quelques temps
utilisation perso, mais j'ai les Meizu à côté, il manque la jack, c'est un peu problématique, mais ça m'a pas dérangé du tout de l'utiliser, c'est-à-dire ça a été vraiment agréable d'utiliser au quotidien. Il est même par rapport au Zug Z2 que j'adore, hein, c'est un téléphone qui est vraiment bien. Bon, déjà il est un peu plus résistant, le Zug Z2 prend très vite les rayures, il y a moins de communauté, l'autonomie est à peu près similaire en soi, par contre il fait des bien meilleures photos, il a une meilleure puce son. Enfin, il a une meilleure gestion du son avec la partie USB-C, la charge rapide aussi est bien meilleure, les finitions sont meilleures aussi. Donc c'est assez impressionnant pour le prix auquel il est vendu. Donc voilà, après à vous de voir faire la part des choses. Est-ce que pour vous 100 euros, bah ça vous dit ça fait une expérience, ça fait pas cher, ça fait une bonne offre, ça fait un beau cadeau. Ça peut être ça, hein, ça peut être vu comme ça. Dans tous les cas, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à passer par le bon lien, ça me fera une petite commission comme je l'ai dit au tout début. Mais voilà, moi en tout cas j'étais totalement convaincu par ce téléphone. Clairement je m'attendais pas aussi bien. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui ait des défauts, des vrais défauts. Mais non. L'appareil photo, c'est une réelle surprise. Je m'attendais à ce que d'ailleurs ce soit en fait, par exemple pour l'appareil photo, exemple concret, que ce soit l'appareil se débrouille bien, mais que ce soit beaucoup moins bien que le Moto X-Lite, que les lentilles soient vraiment de moins bonne qualité, que la gestion software soit à chier, et pas du tout. J'étais étonné d'avoir quelque chose. Alors, il se comporte pas exactement pareil que le Moto X-Lite, il y a des choses où il va faire mieux, d'autres moins bien, mais il fait de la même qualité. C'est impressionnant. Parce que Moto X-Lite était vu comme un excellent photophone pour l'époque, et c'était 2015, et 2015, c'est pas si long que ça, et le IMX 230 aujourd'hui reste encore un excellent capteur photo. Donc, comme quoi, on peut faire des choses pas chères et de bonne qualité. Bon, alors à mon avis, au niveau des marges, ça doit pas être forcément, ça doit pas exister chez eux. Donc, ce qui fait que c'est pour ça aussi que c'est aussi peu cher. Donc voilà, mais en soi ça a été vraiment une excellente découverte. Je suis content, je suis un peu dégoûté de l'avoir découvert trop tard au final, mais je suis content de l'avoir découvert. C'est encore en vente, n'hésitez pas à passer par mon lien si vous voulez m'aider pour que je puisse m'acheter d'autres smartphones de ce type. Et on se dit à bientôt, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve à bientôt pour un prochain test sur Technoid.